Chapitre 5 D'autres mondes et d'autres corps. Ce monde, ce grand monde sur lequel nous marchons d'un pas assuré comme chez nous, comme des petits dômes debout, mais qui se tiennent tout de même à la rambarde, il est très peu chez nous, ou il y a beaucoup de chez nous où nous ne sommes pas encore. Nous connaissons tout juste une petite frange de la grande forêt. Et ce petit chemin qui débouche ici tout à coup, ce geste inattendu au milieu de nos routines, ces paroles qui soufflent, ce mouvement qui saisit nos foules et les met soudain en branle comme la colère de Matteo ou les sautillements d'une petite fille dans les sages plates-bandes des Tuileries, nous ne savons pas d'où ils remontent, ni quel souffle a passé. Tout croule dehors, nous colmatons la machine, attrapons cet accident dans la rue ou rencontrons ce petit hasard qui va changer toute une vie. Mais qui a fait bouger quoi et tirer cette imprévisible coordonnée? Nous ne le savons pas. Des hasards et des hasards par millions dans cette grande forêt du monde, comme les petites pousses hasardeuses qui font une incroyable forêt, comme les petits hommes hasardeux qui font une incroyable histoire, comme tant de petits gestes hasardeux et de molécules chanceuses qui font une symphonie ou des détonations. Et finalement, nous devons le dire, si c'est un hasard, il est sacrément intelligent. Mais nous avons tellement peur de voir notre belle intelligence hasardeuse supplantée par une intelligence plus grande, que nous préférons livrer ce monde à son diable de hasard qu'à un dieu démiurge dont les coups non chanceux sont parfois curieusement diaboliques et souvent cruels. Et dans les deux cas, nous nous faisons manger par un même croque-mitaine. Peut-être serait-il temps d'enquêter dans cette intelligence du monde sans nous laisser prendre aux caprices des dieux ou des savants d'avant-hier, ou d'un hasard qui remonte à certaines petites détonations. Mais pour cela, il faut être sans peur, ni de Dieu, entre guillemets, ni du diable, ni de soi-même surtout. Parce que, peut-être, tout est-il contenu là-dedans, dans ces petites cellules hasardeuses. Nous sommes le premier sujet d'enquête, et sans doute n'y en a-t-il pas d'autre, car ce qui est dans un seul petit corps, une seule petite cellule, est dans tous les corps et tous les univers. On se demande bien pourquoi nous allons sur la Lune. Et qui sait, si nous trouvions la vraie loi de ces cellules, nous irions peut-être dans tous les univers et sur toutes les lunes, sans fusée et sans encombrement. Un sommeil poétique. Elle touchait à tout, cette petite Mira, même à la poésie, pour voir, au grand désespoir de Mathilde. Elle ne fera jamais rien dans la vie. Peinture, musique, science, littérature, travaux pratiques, tout défilait. Et puis, au bout d'un temps, bon, je laissais. J'avais fait l'expérience et puis la chose ne me paraissait pas avoir l'importance d'y consacrer toute une vie. Il lui semblait qu'il y avait beaucoup d'expériences à faire, que le monde était un formidable terrain d'expérience. Elle a continué jusque 95 ans sans s'arrêter jamais. Et nous ne savons pas si l'expérience ne continue pas encore. Alors s'enfermer dans une chose, fût-ce la plus noble des choses, lui semblait une sorte d'aberration, une continuation du termite. Ils sont fixés, ce sont de très bons objets pour mettre dans un muscle, pour mettre dans un musée, et je ne vois aucune nécessité d'être le plus grand peintre, le plus grand musicien, cela m'a toujours paru être une vanité. Et de conclure avec candeur et cette petite lueur de malice toujours. Et cela n'a aucune importance,
c'est de la perfection pour les êtres humains. Peut-être savait-elle déjà inconsciemment, point d'interrogation, que l'homme avait plus à découvrir que ces petits ou ces grands sommets qui s'écroulent tous un jour devant un certain trou. Alors ma mère, c'était une personne très sévère, disait: j'ai une fille qui est incapable de faire une chose jusqu'au bout, et c'est resté comme cela, incapable de faire quelque chose jusqu'au bout, toujours commence, toujours comme cela, laisse, et puis au bout d'un certain temps, je commençais autre chose, un tas de choses. Elle ne fera jamais rien dans la vie. Et c'est vrai, c'était la traduction enfantine du besoin de toujours plus, toujours mieux, toujours plus, toujours mieux, indéfiniment, le sens de l'avance vers la perfection, et une perfection que je sentais qui échappait tout à fait à ce que les hommes pensaient, quelque chose, un quelque chose qui était indéfinissable, mais que l'on cherchait à travers tout. Il y a dû y avoir plus d'un heurt avec Mathilde, on s'en doute. Il y a même certains plats de carottes entre elles qui a failli mal tourner. Obstinément, Mira ne voulait pas de carottes, et obstinément Mathilde voulait lui faire manger les dites carottes. Mira a jeûné pendant 3 jours. Nous ne savons pas qui a cédé la première, probablement Mathilde. Mais le comble, et le premier signe d'une autre, singulière aventure, fut le jour où Mathilde découvrit que Mira écrivait des poèmes. Des poèmes, ma fille, et dans le sommeil par-dessus le marché. Oui, le sommeil de Mira était un peu bizarre, comme tout le reste, et pas naturel, ou très naturel selon que l'on regarde avec des yeux d'enfant qui ne sait pas encore que le corps, c'est une petite boîte très fixe dans laquelle on est enfermé pour la vie. Et Mira allait, très impertinemment, se promener en dehors comme si de rien n'était. On sort de son corps comme on sort de la maison. Mon Dieu, c'est très simple. Pas pour Mathilde. Mais nous ne rencontrons pas toujours des enfants non plus qui savent nous raconter leurs promenades. Toutes les nuits, à la même heure, quand toute la maison était bien tranquille, je sortais de mon corps et j'avais toutes sortes d'expériences. Et alors, petit à petit, mon corps est devenu somnambule, c'est-à-dire que le lien, une sorte de fil de lumière qui nous relie au corps, restait très solidement établi et que la conscience de la forme, note de bas de page, la conscience de la forme, c'est-à-dire la conscience du corps, ou plus exactement la conscience contenue dans les cellules du corps, celle-là même qui continue d'exister jusque dans une momie lorsqu'elle est bien conservée et qui fait que l'on peut avoir un contact de conscience avec la momie, comme Mira au musée Guimet, car on ne peut pas contacter quelque chose qui n'a pas de conscience. La conscience, c'est le pont. Donc, très solidement établi, et que la conscience de la forme était devenue de plus en plus consciente, et j'avais commencé à prendre l'habitude de me lever, mais pas à la façon des somnambules ordinaires. Je me levais, j'ouvrais mon bureau, je prenais un papier et j'écrivais des poésies. Moi qui n'ai rien du poète, oui, des poésies, je notais des choses, et très consciemment, je remettais tout dans le tiroir, je refermais tout très soigneusement avant de me remettre au lit. Un jour, pour je ne sais quelle raison, j'ai oublié, j'ai laissé ouvert. Ma mère arrive, c'était ma mère qui me réveillait parce qu'en France on vous ferme les fenêtres avec des rideaux épais, alors elle venait le matin, puis elle ouvrait le rideau brutalement et me réveillait sans précaution. Seulement, j'avais l'habitude et j'étais déjà assez prête à me réveiller, autrement ce n'aurait pas été très fameux. Note de bas de page, le fil qui relie au corps est fragile, et s'il y a un réveil brutal, la connexion risque d'être dérangée.
c'est-à-dire que l'on a beaucoup de mal à rentrer dans son corps, comme dans un cauchemar, où parfois même le fil peut être coupé, mais c'est rare, et dangereux, parce que l'on ne peut plus du tout rentrer dans son corps, c'est-à-dire que l'on est médicalement mort. Enfin, elle vient en m'appelant avec une autorité indiscutable, et puis elle trouve le bureau ouvert avec un papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est emportée. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas ce que j'ai répondu, mais elle est allée chez le docteur. Ma fille est devenue somnambule. Il faut lui donner une drogue. Et mère d'ajouter en riant. Ce n'était pas commode. Nous ne croyons pas que l'expérience poétique ait duré longtemps, et Mira, ou mère, a toujours eu une certaine commisération pour cette espèce transie et peu scientifique. Elle, qui s'exprimait d'une façon si poétique sans le savoir, mais c'était trop simple pour se mettre en alexandrin. Ce qui lui importait, c'est que ce soit vrai, exact, doué de la vibration, une traduction pure de la coulée de la grande Shakti, un transmetteur limpide. Telle était sa clé suprême, encore à 95 ans. Mais pourquoi la Shakti ne ferait-elle pas couler aussi de la poésie, elle qui s'est déversée en cataracte dans les 23 814 vers de la Savitri de Sri Aurobindo? Nous ne connaissons pas encore tous les secrets de cette Shakti-là, et Mira apprenait le fonctionnement, le mécanisme, selon son mot favori. Elle apprenait lentement, à travers tout, que la limpidité était la suprême maîtrise de tout, y compris de la poésie. Sri Aurobindo dira le silence mental. Et quand tout se tait, dans la limpidité de la conscience, les vibrations passent, claires, sans déformation, selon leur rythme juste, qui est aussi le pouvoir juste et l'action juste au moment juste. Parce que, finalement, nous l'avons oublié, la poésie, comme la peinture, comme la musique et comme toutes les formes, est simplement la condensation de certaines vibrations qui ont le pouvoir de reproduire et de matérialiser l'état de conscience qu'elles représentent. La flamme d'aspiration, ou le feu tout court, la lumière, la joie, l'amour, et tout en ce monde est l'expression d'un état de conscience. La fleur est un état de conscience, ou de la conscience plutôt. La pierre, le feu, la pluie. Le monde entier est une myriade d'états de la conscience. C'est la magie du son, le mantra, le verbe de la Shakti qui informe toutes les formes, les fait vibrer, les colore, les enferme dans sa géométrie musicale ou électromagnétique. À l'extrême, un jour, ce sera peut-être le pouvoir de matérialiser directement ou de précipiter en forme tout ce qui fera l'objet de notre conscience, la création directe par la manipulation consciente des vibrations. C'est la poésie de demain, quand le monde sera une pure action de la Shakti à travers des transmetteurs limpides. Nous en sommes seulement à condenser des petites idées et des petits désirs et des états sans pouvoir, sauf de nuire, ni beaucoup de conscience, et toutes sortes de petites machines pour remplacer le pouvoir simple de la vibration originelle. Mira apprenait déjà cette poésie de demain, et pas seulement à travers des poèmes, mais à travers tout. Ce quelque chose qu'elle sentait et qui était comme la perfection secrète de tout, même d'un caillou. Moi, je ne suis pas un poète, disait-elle, je me contente de faire. Mais le grec
de poésie veut exactement dire faire. Poéin et le sanskrit de Shakti est pouvoir ou effectuer chaque. Le changement de milieu. Ainsi Mira inventait-elle d'avance ce que les surréalistes allaient découvrir quelque 30 ans plus tard. Mais il n'y a pas d'invention vraiment, où elle est aussi vieille que les Védas et les fresques d'Ajanta, car qui crée sans fermer les yeux un peu et tirer à tâtons quelque éclair d'en haut. Il ne suffit pas de s'asseoir un beau matin ou une belle nuit et d'écrire automatiquement, car ce qui risque de sortir sera plus probablement quelque feu follet d'en bas de nos lagunes subconscientes et très peu conscientes, ou l'écho syncopé de notre propre incohérence. Et il faut d'abord être limpide, sinon nous n'entendrons que nos propres borborigmes. Et toutes les lagunes colorées où les inspirations ne viennent pas du même endroit, encore que tout coule d'un seul océan. Il faut apprendre les degrés et connaître les écluses de la grande coulée. Il y a de petites écluses, il y a de grandes écluses, et il n'y a plus d'écluses du tout. C'est ce que découvrait Mira pas à pas, méticuleusement, degré après degré et monde après monde. Déjà, elle avait appris avec les bêtes, les fleurs, les portraits ou les momies, sans parler des hommes très vivants et bourdonnants de désir, que chaque chose vient frapper sa petite note à une hauteur très diverse dans son corps, et que ses centres, pour lesquels elle n'avait pas de nom savant, étaient comme des petits diapasons très précis qui vibraient à une note et une seule, et elle savait instantanément, par la note frappée ou la vibration, non seulement ce que cela voulait dire, mais de quel niveau du monde cela venait, et on pouvait lui mettre sous les yeux les plus belles apparences colorées, les objets les plus fermés ou les hommes les mieux cravatés du monde, sans qu'elle soit trompée un instant. Ça vibrait là, donc ça venait de là. Et on pouvait signer la toile ou le poème du nom le plus prestigieux d'alors, et c'était seulement de la petite lagune de 6e degré. C'était d'une précision mathématique et intrompable. Mais tous ces centres, ces petits diapasons qui vibraient jusque là-haut, à quelle note répondaient-ils? D'où venait la musique? C'est cela qui l'intéressait. Si on lui avait dit, avec ce célèbre mécaniste américain pas encore né, que tout cela vient d'un certain appareil qui engendre de la conscience, c'est-à-dire notre honoré cerveau, elle aurait ouvert de grands yeux, peut-être bleus, sidérés cette fois, et se serait aussitôt demandé d'où venait cette idée et si par hasard ce prodigieux mécaniste ne serait pas l'engendreur du monde. Peut-être aussi, après tout. En tout cas, sûrement du monde qui marche la tête en bas. Vous ne direz pas que c'est le gramophone qui a créé le son que vous entendez, n'est-ce pas? Cela ne vous viendrait pas à l'esprit. En fait, elle découvrait ces mondes, tous ces mondes et ces degrés, de la façon la plus prosaïque et inattendue, comme on entre tout à coup dans un verger inespéré pour y croquer une pomme. Ce n'était pas de la théorie, il n'y avait qu'à goûter, toucher ou voir. La porte s'ouvrait, et puis c'était là. Le corps, c'était un tas de petites portes qui s'ouvraient dans toutes les directions et qu'on laissait même choir à l'occasion, pas seulement dans un lit et dans le sommeil, mais au beau milieu d'un déjeuner, ou même les yeux grands ouverts tout en marchant. C'était devenu une espèce d'objet détachable
qu'elle quittait aussi bien qu'un manteau pour aller se promener ailleurs, dans l'atmosphère des gens ou d'une ville, ou d'autres lieux ou d'autres mondes, qu'elle découvrait comme cela, un peu au hasard, et sans plus de surprise que le bois de Boulogne ou les portraits vivants de Clouet. On appelle cela transe en langage de dictionnaire, mais c'est un mot si affreux qui évoque les derviches tourneurs ou la pitié sur son trépied, alors qu'il s'agit simplement d'une jolie promenade hors de son corps. Jolie, pour ceux qui ont la conscience jolie, sinon cela risque d'être un cauchemar. Et nous préférions employer le mot extériorisation. On va dans cet extérieur qui est à l'intérieur de tout. Au beau milieu d'une action ou d'une phrase, ou de n'importe quoi, je partais, et personne ne savait ce que c'était. À ce moment-là, tout le monde croyait que je m'endormais, mais je restais consciente, avec un bras levé, ou au milieu d'un mot, et puis plus rien. Extérieurement, plus rien. Intérieurement, une expérience assez aiguë, intéressante. Cela m'arrivait même assez petite. Je me souviens, je devais avoir 10 ou 12 ans. Il y avait un déjeuner chez mes parents, une douzaine de gens. Tout le monde était sur son 31. C'étaient des gens de la famille, mais enfin, c'était un déjeuner. Et il y avait un certain protocole. Bref, il faut se tenir convenablement. Et j'étais à un bout de la table avec un cousin germain à moi, qui plus tard est devenu directeur du Louvre pendant un certain temps. C'était une intelligence artistique, un garçon assez capable. Alors on était là, et je me souviens que j'étais en train de percevoir quelque chose dans son atmosphère qui était assez intéressant. Note que je ne savais rien des choses occultes, mais les facultés étaient déjà là. J'étais en train de percevoir une sorte de sensation que j'avais de son atmosphère, et puis au beau milieu du geste de mettre la fourchette dans ma bouche, je suis parti. Je me suis fait attraper. On m'a dit que je ne savais pas me conduire convenablement et que je ne devais pas venir à table. Et quelquefois, moins cérémonieusement encore, elle le laissait choir par terre, ce corps. Cela m'est arrivé une fois à Paris. On m'avait donné un bon dîner, puis je suis allé dans une salle de conférence. Il y avait beaucoup de monde, il faisait très chaud. J'étais debout, là, mon bon dîner sur l'estomac, et soudain je me suis senti mal à l'aise. J'ai dit à la personne qui était avec moi, il faut sortir immédiatement. Une fois dehors, c'était sur la place du Trocadéro, je me suis évanoui complètement. J'ai vu mon corps, là, étendu, et je le trouvais si ridicule que je me suis reprécipité dedans, et je l'ai bien grondé. Ayant été élevés au jardin d'enfants de l'évolution, nous avons été habitués à croire qu'un corps, mon Dieu, ça contient de la conscience, et si cela ne la fabrique, et que sans corps, eh bien, on est mort, c'est très simple, et que l'on ne peut pas voir sans yeux, pas entendre sans oreilles, pas bouger sans une paire de jambes, ou une demi-douzaine suivant les cas. Et c'est un fait évolutif, c'est comme cela. C'est comme cela aussi qu'un enfant ne peut pas se promener sans sa bonne, ni ouvrir la grille du parc parce qu'il lui manque un certain nombre de centimètres. Dans ce grand parc de l'unité, cette grande totalité première, des petites parcelles de conscience ont grandi, se sont individualisées, reconnues comme différentes d'eux, et justement n'ont pu reconnaître cette différence que par les parois de leurs limites, c'est-à-dire qu'elles ont dû commencer à voir par leurs yeux, sentir par leurs tentacules, et bien entendu, le monde est devenu le phénomène de leurs yeux et de leurs tentacules. Mais quand nous aurons dit, plus sages de quelques millénaires, que le monde n'est pas notre affaire personnelle, nous n'en continuerons pas moins, comme les petites bêtes, d'individualiser le monde à travers un crâne et des lunettes personnelles. Le monde sera différent
et nous sommes différents, et tout sera différent par la vertu de ces singulières lunettes et douces protubérances crâniennes, au point que nous dirons « je n'existe que par mes lunettes », peut-être même « je suis le produit de mes lunettes ». Sans lunettes et protubérances, je suis mort. Et c'est aussi vrai pour ceux qui sont de vrais bébés de l'évolution. Pour le poisson dans l'aquarium, l'en dehors du bocal est aussi l'inexistence ou la mort. Mais tout de même, il y a des poissons volants, il y a des reptiles qui ont poussé des ailes, il y a toutes sortes d'espèces qui sont sorties de leur milieu. Et ma foi, nous sommes sortis de plus d'un milieu depuis que nous nous trémoussons avec certains pseudopodes. Peut-être en sommes-nous à l'autre changement de milieu, mais cette fois, au lieu de passer d'un bocal dans un autre plus grand, fût-il céleste ou aérien, ou de pousser de super protubérances comme si nous n'étions pas déjà assez encombrés dans notre bocal humain, il s'agirait de retrouver le milieu qui contient tous les bocaux et tous les corps, et la vision de tout ce que voient ces millions d'yeux et que touchent ces petites antennes à tâtons qui n'avaient découpé ces petits fragments de monde et ces petites fenêtres dans un donjon et ces petites lunettes adaptables que pour s'acclimater pas à pas et jour après jour à leur propre totalité. Alors, nous nous apercevrons que l'on voit très bien, et même mieux, sans lunettes, et que l'on pense très bien sans crâne, et que l'on se promène aussi très bien en dehors du bocal, sans en mourir, et finalement, que ce n'est pas le corps qui contient de la conscience, mais la conscience qui contient le corps, et tous les corps. Alors, on va ici et là sans plus d'encombre, parce que tout est notre corps. La hiérarchie des mondes. Mira sortait très bien du bocal à volonté, ce n'était pas un bébé de l'évolution. Mais en fait, nous en sortons tous de ce corps dans le sommeil. Seulement, nous ne le savons pas. Nous savons très peu de choses, vraiment, de la vraie façon de vivre. On nous apprend des mathématiques, des codes, des lois, des langues, mais même pas le b.a.-ba de la vie, même pas la langue du monde. Il n'y en a pas un sur 1 million qui sache vivre, s'exclamait Mère. Ils arrivent dans la vie, ils ne savent pas pourquoi. Ils savent qu'ils ont un certain nombre d'années à vivre, ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent qu'ils auront à s'en aller parce que tout le monde s'en va, et ils ne savent pas non plus pourquoi. Ils sont nés, ils vivent, ils ont ce qu'ils appellent des bonheurs et des malheurs, et puis ils arrivent à la fin et ils s'en vont. Ils sont entrés et ils sont sortis sans rien apprendre. Quelquefois, d'aventure, sur une table d'opération ou dans un accident, nous nous apercevons qu'on sort très bien de ce corps. Mais c'est une espèce de phénomène, entre guillemets, maladif peut-être, et nous sommes tous tentés, avec Mathilde, de classer cela parmi les dérangements cérébraux, entre guillemets. Et en effet, c'est un vrai dérangement pour les sages petites habitudes que nous avons héritées de mammifère en mammifère. On y tient beaucoup à sa cage. Au fond, remarquait Mère, l'immense majorité des hommes sont comme des prisonniers avec toutes les portes et toutes les fenêtres fermées, alors ils étouffent
ce qui est assez naturel, mais ils ont avec eux la clé qui ouvre les portes et les fenêtres, et ils ne s'en servent pas. Ou bien, avec de jeunes imprudents, sous l'effet de quelque hallucinogène, nous allons faire des promenades, entre guillemets, souvent désastreuses, car il ne suffit pas de sortir. Ce n'est pas un super bois de Boulogne en couleurs, encore que les couleurs y soient aussi, et tout dépend de notre propre couleur, si l'on peut dire. Le semblable rejoint le semblable, toujours, et si nous sommes gris et pleins d'angoisse, nous aurons seulement des super gris, comme un cauchemar, et des super angoisses, ce qui nous meut ici et ce qui nous meut là-bas. Mais dans toute sa pureté, si l'on ose dire, ou dans toute son immensité, et sans la petite carapace protectrice du corps et des bienséances, justement, c'est la source invisible, pour nous, de tout ce qui nous fait mouvoir ici et nous emporte comme des petits pantins. Tout est un champ d'étude pour ceux qui n'aiment pas être mus comme des pantins. C'est ce qu'elle voyait constamment bouger partout, derrière les tableaux, les objets ou dans l'atmosphère de son cousin. Des petits nuages, des ondes noires ou rouges, des étincelles, des dards obscurs, des mouvements de force qui font nos gestes et notre avenir, cet accident subite, cette inspiration dorée ou fausse, et des millions de petits hasards auxquels nous ne comprenons rien. En fait, les gens qui vivent dans la conscience ordinaire savent très très peu de ce qui se passe physiquement, très peu. Ils croient savoir, mais ils ne savent qu'une toute petite apparence, juste comme une feuille qui enveloppe un paquet. Il y a tout le paquet qui est en dessous, avec tout ce qu'il contient, mais ce qu'ils voient, c'est seulement une apparence, et ils sont tellement habitués qu'ils donnent toujours une explication. Mais pour ceux qui n'ont pas la bonne ou la mauvaise fortune de voir, car ce n'est pas toujours joli, et il est probable que dans la sagesse d'économie de la nature, nos yeux ne s'ouvrent qu'en proportion de notre compréhension. Il y a le vaste champ des nuits, lorsque nos yeux ne sont plus trop encombrés par la ruée des apparences. Le jour, c'est un certain genre d'école. La nuit, c'est un autre genre d'école. Pour mère, tout était une école. Mais on ne vous apprend même pas à dormir. On s'imagine qu'il n'y a qu'à rester couché dans son lit et qu'ensuite on dort, mais ce n'est pas vrai. Et lorsqu'on sort, ce n'est pas non plus une sorte de grand fourre-tout un peu en pagaille, c'est toute une hiérarchie de mondes ou de plans de conscience, selon les goûts, qui s'échelonne de la matière la plus matérielle jusqu'aux régions de lumière et de béatitude, d'où les plus grands d'entre nous tirent quelquefois un éclair, une symphonie, un évangile, et d'autres régions que nous ne connaissons pas encore. Cette découverte est aussi vieille que les hiérons, que les hypogées de Luxor ou les Upanishads. Elle est mystérieuse et douteuse seulement pour cet interlude scientifique qui a cru mieux de développer ses machines que sa conscience, en attendant qu'au bout de leurs ressources et de leur souffle, les hommes redécouvrent l'air qui manquait à leur vie et le pouvoir même qui animait leurs machines, plus riches peut-être et plus mûres de cette exigeante école aux buissons de fer. Mais en attendant aussi,
il faut bien dire que nous sommes dans une sorte de confusion psychologique et philosophique qui aurait paru bien enfantine à nos prédécesseurs moins mécanisés. L'une des grandes difficultés pour la plupart des philosophies, disait Mère, est qu'elles n'ont jamais reconnu ni étudié les différents plans de l'existence, les différentes régions de l'être. Ils ont fait un Dieu créateur et puis ses créatures. Alors, tous les problèmes se posent. Il a créé le monde. Avec quoi? Les uns vous disent que c'est avec de la poussière, mais qu'est-ce que c'est cette poussière? Que faisait-elle avant que l'on s'en serve pour faire un monde? Ou avec rien? On a créé un univers avec rien. C'est insensé. C'est très gênant pour un esprit logique. Et par-dessus le marché, on vous dit qu'il a fait cela consciemment, volontairement, et quand il a eu fini, il s'est exclamé « Tiens, c'est très bien ». Je crois, ajoutait Mère, que l'une des plus grandes difficultés pour comprendre les choses vient d'une simplification arbitraire qui met d'un côté l'esprit et de l'autre la matière. C'est cette sottise-là qui fait que l'on ne comprend rien. Il y a l'esprit et la matière, c'est très commode. Alors, si l'on n'appartient pas à l'esprit, on appartient à la matière. Si l'on n'appartient pas à la matière, on appartient à l'esprit. Mais qu'est-ce que vous appelez esprit et qu'est-ce que vous appelez matière? C'est une quantité innombrable de choses, une échelle qui n'en finit plus. L'univers est une gradation, pour ainsi dire, infinie, de mondes et d'états de conscience. Et dans cette gradation d'une subtilité croissante, on prend, où prend fin notre matière, où commence notre esprit. Alors on vous dit, libérez l'esprit de la matière, mourrez et vous libérez votre esprit de la matière. Ce sont ces âneries-là qui font que l'on ne comprend rien du tout, mais cela ne correspond pas au monde tel qu'il est. Mira n'en était pas encore au monde tel qu'il est. Il lui faudra quelques 80 ans pour cela, car tous ces mondes et tous ces plans, ce n'est pas encore le tout de l'existence. Il y a encore autre chose, quelque chose de très mystérieux et de très simple, qui est peut-être la prochaine révolution du monde. Un monde nouveau, dans une petite cellule. Ce qui est notre base, ce corps, est aussi notre ultime mystère. Ce qui est notre faillite, la mort, est aussi la clé d'une suprême victoire. Et c'était peut-être là l'utilité de notre détour scientifique, de nous ramener le nez contre la matière et de nous faire buter de force dans notre propre mystère, au lieu de partir dans les soi-disant cieux de l'esprit qui n'ont jamais rien sauvé. Il y a un long chemin à parcourir avant d'arriver au cœur des choses, mais tous ces détours et les 1000 détours de la grande forêt évolutive font partie de la ligne droite qui prépare nos consciences et façonne la Shakti dans notre corps. Un corps qui grandit. Car c'est bien de cela dont il s'agit finalement. Façonner la Shakti.
Les anciens rishis védiques parlaient des pères des hommes qui forgeaient les dieux en eux comme le forgeron sur son enclume. Ces plans, ces mondes, ils sont très bien là où ils sont, comme les forêts du Brésil, là-bas, ou les cataractes du Niagara. Et que nous importent les plus belles forêts du monde et toutes les cataractes si nous ne savons pas en amener quelques gouttes à notre moulin et une seule fleur dans notre jardin, ou si c'est le seul privilège des génies de l'esprit. Mais nous avons tous en nous des petites portes qui s'ouvrent sur ces grands champs. Il faut ouvrir ces portes. Nous avons tous, comme Mira, des petits centres pulsatiles, vibrants, qui communiquent avec ces mondes, comme les tentacules chatoyants des térébelles. Il faut savoir où l'on veut vivre, savoir où l'on se situe. Si l'on veut tourner le bouton des cauchemars et clapoter en bas dans les petites mares des mille désirs, qui font une vie si grise, si douloureuse et chaoteuse, ou ouvrir les portes d'en haut et se retrouver vaste soudain, dans de grands paysages tout ouverts qui vous laissent rafraîchis pour des jours. Notre vie, les yeux ouverts, est une traduction de notre vie aux yeux clos, et nous tirons ici une histoire que nous avons tramée ailleurs. On peut tirer une jolie histoire, on peut tirer des forces et des lumières qui font vibrer la vie autrement, peut-être même qui peuvent changer la vie. Car ce grand kaléidoscope là-haut, il tourne, attendant que nous laissions filtrer ici sa petite pluie de couleurs et ses jolies arabesques, ou de grands Niagara inconnus qui changeront le destin du monde. Il faut accorder tous les centres de notre instrument à la jolie fréquence, au rythme vaste. Il faut faire couler ici la cadence qui cadencera nos gestes, petits ou grands, c'est tout pareil. Car si le rythme n'est pas là, dans cette petite seconde distraite, ce premier pas sur le trottoir, il ne sera là nulle part. Ce rythme, Mira voulait le faire couler pour tous, pas seulement pour elle. C'est étrange, cette toute jeune fille qui semblait plonger ses racines si loin dans le temps, semblait aussi s'étendre dans l'espace et capable de contenir des distances comme des âges, comme si l'espace, en fait, était une sorte de dimension du temps, où l'étendue de notre conscience proportionnelle à la quantité des expériences vécues à travers les temps, comme si nous grandissions tout le temps dans un autre corps, plus subtil, un corps d'expérience, forgions une étendue d'être de plus en plus vaste et englobante. Certains forgent un petit jardin avec une seule fleur, certains forgent un parc, et d'autres contiennent des mers et des rivières parce qu'ils ont beaucoup coulé avec la grande Shakti. Ils ont contenu beaucoup de peines, beaucoup de luttes, et cueilli plus d'une couleur au grand arc-en-ciel.
Ils ont beaucoup aimé, et peut-être tout aimé. Lorsque j'étais enfant, raconte mère, vers l'âge de 13 ans, et pendant 1 an environ, tous les soirs, dès que j'étais couché, il me semblait que je sortais de mon corps et que je m'élevais tout droit au-dessus de la maison, puis de la ville, très haut. Je me voyais alors vêtu d'une magnifique robe dorée, plus longue que moi, et à mesure que je montais, cette robe s'allongeait en s'étendant circulairement autour de moi pour former comme un toit immense au-dessus de la ville. Alors je voyais de tous côtés sortir des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, des malheureux. Ils s'assemblaient sous la robe étendue, implorant secours, racontant leur misère, leur souffrance, leur peine. En réponse, la robe, souple et vibrante, s'allongeait vers eux individuellement, et dès qu'ils l'avaient touchée, ils étaient consolés ou guéris, et rentraient dans leur corps, plus heureux et plus forts qu'avant d'en être sortis. Rien ne me paraissait plus beau, rien ne me rendait plus heureuse, et toutes mes activités de la journée me semblaient ternes et grises, sans vie réelle, à côté de cette activité de la nuit qui était, pour moi, la vie véritable. Mais ce corps plus subtil, peut-être ce corps des peines du monde, il ne semblait pas seulement s'étendre sur une ville ou dans une direction, il semblait parfois immense. Et d'autres fois aussi, il n'avait pas la même couleur, ni la même dimension. Mira remarquait très bien que selon la région où elle se promenait, ce corps ou ces corps, ces êtres en elle, avaient une teinte différente, un mouvement différent, comme si elle avait grandi peu à peu sur différents plans de son être, dans plusieurs directions. Et toutes ces vies, en effet, qu'elles soient d'Égypte ou d'ailleurs, des 1000 lieues que nous traversons, pauvres ou riches, princesses ou moignons, elles représentent chacune un type d'expérience, un genre de vibration ou de note que nous avons particulièrement cultivé, un centre ou un autre où nous avons particulièrement concentré nos efforts. Une manière de toucher la matière, dira mère, jusqu'à ce que tous nos centres et toutes nos notes se soient accordés à un même rythme et que nous fassions une humanité un peu complète, unifiée, vivant sur tous les plans, maîtresse de toutes les couleurs et de tous les rythmes. À chaque centre correspond un corps d'expérience, nous dirions une personnalité, que nous forgeons peu à peu, qui représente nos 1000 marches sur un certain plan, nos 1000 efforts dans une direction, et qui grandit. Car où est le dynamisme qui s'évapore? Ce qui est pour toujours. Et si nous avons cultivé une petite rivière ou un torrent, un maléfice, cette rivière et ce torrent ou ce maléfice nous retrouvent 1000 et 1000 ans après et deviennent fleuves, puis océans ou catastrophes. Il faut savoir ce que l'on cultive. Mira avait cultivé plus d'un monde. Elle avait plus d'un être, comme nous tous. Mais il y a des êtres qui entrent et sortent comme ils sont venus. Il y en a qui ouvrent grand les yeux et se souviennent. Il y a des êtres qui forment une troupe mal assortie
et inégalement développés, et qui passent leur temps à se quereller entre eux, avec parfois des gnomes bien encombrants ou des pygmées obscurs et révoltés. Il y en a d'autres qui ont unifié tout leur royaume et soumis tous leurs êtres à la grande cadence. Et finalement, ils ont cultivé tant d'êtres et développé tant de mondes que c'est comme si tout le monde, dans une conscience, peut-être est-ce là l'expérience qui est venue visiter la jeune Mira un jour dans un temple. Ce devait bien être la première fois qu'elle mettait les pieds en pareil lieu. C'est dans un temple que j'ai eu l'une de mes premières expériences. C'était à un mariage, la musique était admirable. J'étais en haut avec ma mère dans les galeries, et à l'orgue, c'était le second orgue de Paris, admirable. On jouait cette musique. On m'a dit après que c'était de la musique de Saint-Saëns. J'étais là, en haut, comme ça, j'avais 14 ans, et il y avait des vitraux blancs, sans dessin. Il y en avait un que je regardais, lorsque, tout d'un coup, à travers ce vitrail, n'est-ce pas, j'étais comme soulevé par la musique, entre un éclair, comme un coup de foudre, comme la foudre. Il est entré, j'avais les yeux ouverts, entré comme ça, dans ma poitrine, et alors j'ai senti comme si on devenait immense et tout-puissant, et ça a duré pendant des jours. Certainement, nous aimerions bien avoir une description de ces mondes et de ces corps, mais en parler d'une façon solennelle et académique serait faire injustice à mère qui a toujours eu horreur du c'est comme ça, dogmatique et absolu comme les 10 commandements de Dieu, qu'elle trouvait d'ailleurs d'une banalité extraordinaire. Et Moïse est monté sur le Sinaï pour entendre ça. Nous n'escaladerons pas le Sinaï de l'invisible pour le mettre en 12 paragraphes. Oui, ils étaient 12, ou sont 12, ces mondes, et toutes ces divisions sont seulement une manière de voir un certain quelque chose, la terre, notre terre, qui nous échappe encore, que nous n'avons peut-être même pas encore vu réellement. Il y a de la place pour la découverte, et tout n'a pas été dit, même par les voyants des plus hautes sagesses, peut-être parce qu'elles étaient trop hautes. On peut s'étonner seulement, mais est-ce étonnant qu'une toute jeune fille, square du Roule, dans le siècle des Lumières positivistes, découvrit ce qu'avaient découvert les Rishis il y a quelques 7000 ans, et bien d'autres sages aussi. Mais le fait est là. Elle n'y attachait pas d'ailleurs une importance spéciale, ou pas plus spéciale qu'aux 1000 mystères quotidiens, qui ne sont plus des mystères pour nous, parce que nous les avons recouverts d'une étiquette mentale bien sage et rassurante, et nous y sommes tellement habitués que c'est comme rien. Si nous cessions d'être habitués au monde et en retirions nos commodes étiquettes, nous commencerions peut-être à découvrir plus de choses qu'il n'apparaît et plus de mystères que dans tous ceux d'Éleusis. Nous ne donnerons donc pas la recette du bien dormir ni des mondes. Cette habitude de vouloir obliger les autres à penser comme vous m'a toujours paru bizarre. Vous avez votre propre expérience, tâchez de la rendre aussi vraie et complète que possible, mais laissez chacun à son expérience. Aussi simple que cela. L'important est de savoir qu'il y a une expérience et d'enlever les lunettes de l'habitude. L'important est de savoir qu'il y a quelque chose à regarder et de regarder sans dogme,
positiviste ou non. Il faut être dans le positif de l'expérience, c'est tout. Et le plus extraordinaire dans cette entreprise, c'est que l'effort même pour savoir ouvre les portes de la découverte automatiquement, comme si cette petite vibration intense qui se pose sur les choses ouvrait des petites lucarnes invisibles dans ce comme rien de l'habitude, et tout se met à parler, raconter son histoire et ses prolongements, comme si notre marche même, à tâtons, sans rien savoir, mais voulant, tellement voulant savoir, faisait le chemin, comme si cette sincérité d'effort créait le corps de la Shakti en nous. Alors, on va d'une petite porte à l'autre et de découverte en découverte, là où il n'y avait rien que des boulevards futiles et des milliers de pas sans sens. Et on marche de vie en vie et d'expérience en expérience, de manière en manière de toucher la matière, jusqu'à ce que notre corps d'expérience ait grandi aux dimensions de l'univers. Car c'est cela, finalement, tout le sens de l'évolution. Développer le corps de la Shakti en nous. Nous croyons que nous faisons des guerres et des révolutions, des croisades, que nous faisons de la philosophie, du socialisme, du capitalisme, et taillons des empires de Hellespont à la Bactriane, que nous faisons des machines ou de la littérature, du bien, du mal, des petits-enfants. Mais tout le temps, c'est la Shakti qui se développe en nous, par le bien, par le mal, par le socialisme ou le despotisme, et même par nos machines ou nos sottises. Tout le temps, c'est le grand empire de la Shakti que nous taillons. La même Shakti, sous tous les noms et les visages, sous des peaux noires ou blanches, sous nos péchés, sous nos vertus, c'est tout pareil dans nos défaites, nos triomphes, une même petite parcelle du grand milieu que nous colonisons, amassons, mettons dans nos greniers, pensant ou sentant comme les abeilles d'un grand rayon, grain après grain, jour après jour, par nos peines et des vies incomptables sous un costume ou un autre, une philosophie ou pas de philosophie, des religions et des calembredaines dans toutes les langues, nous individualisons la grande Shakti. Nous baignons dedans, comme des têtards dans le torrent qui deviendront ptérodactyles ou musaraignes, qui deviendront mathématiciens ou va-nu-pieds, qui deviendront quoi? Il y a des êtres qui sont seulement leur corps et leurs fonctions, qui n'amassent que leur petite parcelle d'énergie nécessaire pour faire marcher leur mécanique, et quand la mécanique se défait, il reste seulement ce qu'ils ont mis dedans. Ils sortent dans rien, parce qu'ils ne sont rien que du combustible général, et toutes les philosophies qu'ils ont pu y mettre ne font pas de différence si elles n'ont pas été une substance vivante, un petit moyen d'attraper au piège quelques gouttes de la grande Shakti. Et quand ils dorment aussi, où iraient-ils? En dehors de leur corps? C'est la nuit aussi noire que dedans, car ils n'ont rien colonisé que du matériau pour leur bonne mine et leur fonction. On va dans ce qu'on est, ici et ailleurs, dans le sommeil comme dans la mort. Et si l'on n'est rien que de la gelée pensante, on ne va nulle part, sauf à la refonte générale. Pour aller quelque part, il faut un moyen de transport. Pour sortir de son corps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte. C'est l'évidence. Et qui sort? Il y a des êtres qui ont amassé les petites gouttes de la grande Shakti par une épée ou un burin, de la religion ou de l'irréligion, n'importe quoi,
tout ce qui leur tombait sous la main, un piano, une brosse, qui ont vécu chaque minute comme s'il fallait être dans cette minute, n'importe quoi, mais être, pas déambuler dans la vie d'une occupation à l'autre avec 1000 pas de néant entre deux, qui ont accumulé les petites étincelles de la grande énergie à travers tout, partout, par la révolte et par la soumission, par le pour et par le contre, par le oui, le non, n'importe comment, mais que ça vive, que ça soit. Et qu'est-ce qui reste quand nous avons fermé tous les livres, tous les gestes, arrêté tous nos pas, les 1000 pas de la vie pour nous étendre dans le sommeil ou dans la mort? C'est ça qui reste, ces petites gouttes d'être, sans religion, sans parti, toutes pures, sans métier, sans prétexte, si simples et seules vivantes. C'est tout ce qui reste, des petites gouttes qui ne périssent pas, car quel feu peut détruire cette énergie-là? Quel combustible? Elle qui est le combustible de toutes les étoiles, des petites gouttes qui s'accumulent en nous, heure par heure, jour par jour, et vie après vie, qui font un corps indestructible en nous, autour de nous. Un corps à notre couleur, un corps à notre mesure d'être et à notre intensité. C'est le moyen de transport, c'est la grande Shakti accumulée qui traverse tous les temps, tous les lieux et gravite selon notre légèreté. Il y a des êtres qui ont accumulé leur petite intensité dans une seule occupation, qui ont seulement voulu connaître, toujours plus connaître, voulu aimer, toujours plus aimer, voulu agir et encore agir, qui ont projeté leur flamme dans un petit cercle de famille, dans un petit cercle de patrie, des cercles de plus en plus grands, et fondu leur petite personne dans l'amour de la terre ou dans le tout, confondu leur petite intensité à la grande intensité. Ceux-là ont plus d'un corps et beaucoup de couleurs. Ils ont le corps de leur connaissance accumulée, le corps de leur amour accumulé, le corps de leur action, beaucoup de corps qui chatoient avec tous ces petits centres vibrants. Ils ont cultivé toutes les notes de tous les diapasons, toutes les couleurs de leur intensité. Ils se sont projetés de plus en plus loin. Ils ont aimé comme de plus en plus loin, agi de plus en plus loin. Ceux-là ont un corps et des corps qui ont grandi avec les âges, grandi sous toutes les latitudes et les métiers, grandi tant finalement qu'ils n'ont plus besoin de sortir de quoi que ce soit, ni de changer de milieu, car tout est devenu leur corps et la Shakti même est leur milieu. Alors, ceux-là, peut-être, découvriront-ils une suprême manière de toucher la matière et une suprême manière d'être. Le prochain corps sur la terre. Et peut-être n'y a-t-il pas de suprême, mais une manière qui grandit toujours.